Donc on continue l'enseignement des urgences médico-chirurgicales et aujourd'hui nous allons parler des dyscaliémies. Voici le plan de la présentation, quelques rappels physiologiques, puis nous parlerons de l'hypokaliémie et enfin de l'hyperkaliémie. Quelques rappels physiologiques sur le potassium et son métabolisme. Le potassium est le principal cation de l'organisme. C'est lui qui détermine le pouvoir osmotique intracellulaire. Il est réparti dans deux compartiments, le compartiment intracellulaire dans 98% et qui est retrouvé au niveau des muscles, du foie et des globules rouges. Dans ce compartiment, la concentration en potassium est élevée, elle est de l'ordre de 120 à 150 millimoles par litre. On le retrouve dans 2% des cas dans le compartiment extracellulaire où la concentration en potassium est basse. Elle est de 3,5 à 5 millimoles par litre, ce qui représente la kaliémie normale. La régulation du potassium se fait grâce à la pompe sodium-potassium ATPase et grâce au rein qui va contrôler l'homéostasie. C'est-à-dire que quand on va avoir un excès de potassium, le rein va essayer d'éliminer en augmentant l'excrétion urinaire. Quand il y a un déficit en potassium, eh bien le rein va diminuer l'excrétion urinaire de potassium pour corriger cette hypokaliémie. En situation normale, le bilan potassique est nul. Les apports quotidiens sont de 200 milliequivalents par jour. Les aliments apportent 4 à 8 grammes par jour et le milieu endogène va apporter le reste, c'est-à-dire que ça va provenir soit du catabolisme cellulaire ou de l'hémolyse physiologique. L'élimination du potassium est essentiellement rénale. Elle se fait donc par le tube contourné distal et le tube collecteur. Elle est favorisée par l'aldostérone, l'augmentation du pool potassique, la rétention hydrosodée et l'alcalose. La régulation de la balance potassique, elle assure la nullité du bilan des entrées et des sorties. La régulation des quantités et des gradients transmembranaires de potassium est vitale. Pourquoi? Eh bien parce que le potassium, il joue un rôle dans la régulation du pH et du volume cellulaire. Il participe donc dans la synthèse protéique. Il a un rôle dans le fonctionnement de nombreux enzymes. Le gradient de potassium transmembranaire va déterminer l'établissement du potentiel membranaire de repos, ce qui va contrôler les productions cellulaires, l'excitabilité neuromusculaire et la rythmicité cardiaque. Donc l'équilibre de la kaliémie est assuré à court terme par des transferts transmembranaires de l'ion potassique et à moyen terme par le rein. Donc la régulation immédiate de la balance potassique va se faire grâce au transfert transmembranaire qui va être assuré par la pompe sodium-potassium ATPase dépendante. Elle va dépendre étroitement de l'équilibre acido-basique, de l'équilibre hydroélectrolytique, du métabolisme glucidique et des catécholamines. L'équilibre acido-basique joue un rôle important dans les mouvements du potassium de part et d'autre la membrane cellulaire. Si nous sommes en phase d'une acidose, il va y avoir une sortie de potassium intracellulaire vers le milieu extracellulaire qui va se traduire par une hyperkaliémie. Et lorsque l'acidose est d'origine métabolique, l'hyperkaliémie est plus importante par rapport à l'acidose respiratoire. En cas d'alcalose, qu'elle soit métabolique ou respiratoire, elle va s'accompagner d'une entrée de potassium par les tampons intracellulaires du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire et on aura donc une hypokaliémie. Pour l'équilibre hydroélectrolytique, l'augmentation de l'osmolarité plasmatique va s'accompagner d'une sortie d'eau vers le milieu extracellulaire avec une sortie de potassium toujours vers le milieu extracellulaire. Cette augmentation de la sortie du potassium vers le liquide extracellulaire explique l'hyperkaliémie. Concernant le métabolisme glucidique, l'insuline va entraîner une activation de la pompe sodium-potassium ATPase. Il va y avoir une entrée de potassium dans les cellules, ce qui va stimuler l'entrée du sodium par échangeur sodium H+, membranaire au niveau
essentiellement des muscles squelettiques, du foie et du tissu adipeux superficiel. Cette augmentation de sodium intracellulaire va stimuler secondairement la pompe sodium-potassium ATPase qui va expliquer l'entrée du potassium dans la cellule et donc l'hypokaliémie. La régulation de la kaliémie par les catécholamines fait intervenir les bêta-2 adrénergiques qui vont favoriser l'entrée du potassium dans la cellule, soit par une action directe sur la pompe sodium-potassium ATPase ou par une action indirecte en stimulant la sécrétion d'insuline. Les alpha-adrénergiques, par contre, vont favoriser la sortie du potassium, donc par un effet inverse. Nous avons vu que la régulation immédiate fait intervenir le transfert transmembranaire. Eh bien, la régulation à moyen terme, elle, va faire intervenir le rein. Donc, cette régulation rénale est influencée par l'apport de potassium. Quand on prend une quantité importante de potassium, cela va influencer directement l'excrétion urinaire en potassium pour qu'il y ait un équilibre entre les apports et les pertes. Elle va faire intervenir également l'aldostérone. En effet, l'augmentation de la kaliémie va stimuler la sécrétion d'aldostérone qui va venir augmenter la kaliurèse. Et inversement, lorsque la kaliémie va diminuer, l'aldostérone va venir donc diminuer la kaliurèse pour préserver du potassium. Il y a également l'influence du débit du sodium au niveau du tube distal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le débit en sodium est effondré, c'est le cas par exemple devant une hypovolémie ou une insuffisance cardiaque, cela va entraîner une diminution de la sécrétion distale de potassium. Et lorsque le débit de potassium au niveau du tubule distal est élevé, c'est le cas des patients qui prennent des diurétiques de Lance ou des thiazidiques, eh bien, il va y avoir une augmentation de la réabsorption du calcium au niveau du segment cortical du canal collecteur, ce qui va accentuer la kaliurèse et donc entraîner un équilibre entre les pertes et les apports. Les glucocorticoïdes vont également favoriser la sortie du potassium et du sodium ainsi que de l'eau, donc des cellules. Et ça va avoir comme conséquence une tendance à l'hyperkaliémie, ce qui va favoriser l'excrétion urinaire de potassium. L'ADH vasopressine également va stimuler la sécrétion de potassium par les cellules, principalement en augmentant la perméabilité des canaux potassiques, et ceci va être potentialisé par l'effet de l'aldostérone. L'équilibre acido-basique joue un rôle important dans l'influence de la régulation rénale. En situation d'alcalose, qu'elle soit métabolique ou respiratoire, on va avoir une augmentation de la sécrétion de potassium au niveau du tube contourné, par stimulation de la pompe sodium-potassium ATPase et par augmentation de la perméabilité membranaire, ce qui va entraîner une ouverture des canaux potassiques. En situation d'acidose métabolique aiguë, on va avoir une inhibition de la pompe sodium-potassium ATPase avec fermeture des canaux potassiques, ce qui va entraîner la diminution des pertes potassiques. Et en situation d'acidose métabolique chronique, elle s'accompagne souvent d'une hypokaliémie et cette hypokaliémie est due à une fuite rénale de potassium, à une augmentation du flux tubulaire et à un hyperaldérostéronisme secondaire à la perte de sodium urinaire. Donc ce tableau vous résume la régulation à moyen terme et vous voyez qu'elle est stimulée en cas d'hyperkaliémie, de flux urinaire élevé dans le tube contourné, d'un taux élevé de sodium dans le tube contourné, d'un taux élevé d'aldostérone, d'ADH, en cas d'alcalose métabolique et respiratoire ou d'acidose métabolique chronique. Par contre, elle est inhibée par un déficit en potassium, un flux urinaire bas dans le tube contourné, un flux bas de sodium dans le tube contourné et une acidose métabolique aiguë. Et toute donc cette régulation va permettre de maintenir une balance potassique nulle. Les hypokaliémies.
On parle d'hypokaliémie lorsque la kaliémie est inférieure à 3,5 mmol par litre. C'est une urgence médicale qui va mettre en jeu le pronostic vital. C'est pour ça qu'il est important d'évaluer sa gravité et de la traiter immédiatement pour qu'il n'y ait pas de complications. Ces mécanismes sont liés en particulier à un excès de perte rénale ou digestif, à un transfert exagéré du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire et à une carence d'apport. Vous voyez sur cette plaque les différentes étiologies de l'hypokaliémie et on voit que selon le mécanisme, on peut avoir des hypokaliémies qui sont dues à des pertes potassiques. C'est le cas des pertes digestives à type de diarrhée ou de fistule digestive, des vomissements, de la polyurie, de l'alcalose métabolique, des causes endocriniennes, des diurétiques de l'anse ou des thiazidiques et des causes rénales. Elles peuvent être dues également à un transfert de potassium intracellulaire. C'est les situations que l'on rencontre en cas d'alcalose métabolique ou respiratoire, en cas d'utilisation d'un traitement insulinique, des agents bêta-adrénergiques, en cas de stimulation de l'hématopoïèse ou de paralysie périodique familiale. L'hypokaliémie peut également être liée à une carence d'apport et c'est ce qu'on observe en cas d'anorexie mentale ou de nutrition artificielle excessive. L'hypokaliémie par perte potassique est l'étiologie la plus fréquente. Elle est essentiellement due à des pertes digestives qui sont aggravées par une alcalose métabolique qui est associée donc par majoration du passage intracellulaire du potassium. On peut avoir également des pertes rénales comme par exemple les vomissements ou les aspirations gastriques abondantes qui vont entraîner une déperdition d'ions acides à l'origine d'une alcalose métabolique qui elle-même va entraîner une excrétion rénale de bicarbonate qui va s'associer à une kaliurèse importante. C'est pour ça que en cas de diarrhée ou de vomissement, il est très important de faire un ionogramme sanguin et de corriger toutes les anomalies ioniques pour qu'il n'y ait pas d'aggravation justement de l'équilibre acido-basique. Vous voyez sur cette plaque le transfert du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, en particulier quand les malades sont en alcalose ou bien quand ils prennent un traitement insulinique, un traitement par des bêta-2 adrénergiques et lors d'une stimulation de l'hématopoïétèse. Et donc, c'est important que chez ces patients, on fasse une surveillance de la kaliémie pour détecter une hypokaliémie qu'il faudra corriger. Donc, pour les carences d'apport, ce sont des causes exceptionnelles. Elles sont essentiellement liées à l'anorexie mentale qui, comme vous le savez, s'accompagne de vomissements et donc d'hypokaliémie. La nutrition artificielle également peut être la cause donc d'une hypokaliémie, en particulier quand on ne fait pas de supplémentation potassique. Et c'est pour ça qu'il est recommandé donc d'associer à l'alimentation parentérale exclusive un apport de 3 grammes de potassium par jour. La démarche diagnostique devant l'hypokaliémie donc commence par l'interrogatoire qui va rechercher des antécédents de maladies endocriniennes telles que le Cushing ou le syndrome de Cohn, la présence d'une diarrhée chronique ou d'une hypertension artérielle. On recherchera également la prise de certains médicaments tels que les diurétiques de l'anse ou les thiazidiques, les bêta-2 mimétiques, la théophinine, la verapamil, l'insuline chloroquine et les glucocorticoïdes qui vont favoriser donc la survenue d'une hypokaliémie. On recherchera également une notion de prise de pastis ou de réglisse. L'examen clinique est essentiellement dominé par des symptômes cardiaques, des signes neuromusculaires qui sont liés à une hyperpolarisation membranaire et des signes rénaux. Sur le plan biologique, on réalisera un ionogramme sanguin, en particulier à la recherche donc du dosage du chlore, un ionogramme urinaire pour la kaliurèse et on fera également une gazométrie à la recherche du pH sanguin et des taux totaux du CO2. Donc, comme on l'a dit, les signes neuromusculaires sont dus à une hyperpolarisation membranaire. On peut avoir des paralysies des muscles lisses qui vont se traduire par un iléus, une dilatation gastrique ou bien une rétention urinaire. On peut avoir une rhabdomyolyse ou alors des crampes et des myalgies. Plus rarement, on peut retrouver une paralysie périphérique. En général, c'est une paralysie qui est purement motrice, elle est ascendante, elle prédomine au niveau des racines et elle s'accompagne
s'accompagne d'un abolissement des réflexes ostéotendineux. Lorsqu'on a une abolition de la réponse idiomusculaire, c'est un signe caractéristique d'hypokaliémie et en général, la récupération se fait sans séquelles dès que l'on va corriger la kaliémie. Les signes cardiaques sont les signes les plus redoutés parce qu'ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital. L'examen clinique peut retrouver un assourdissement des bruits du cœur, une hypotension et un élargissement de la différentielle. En fait, c'est l'ECG qui est surtout parlant. Il peut montrer des troubles de la repolarisation qui sont diffus sur l'ensemble des dérivations. On va voir ces troubles sont liés à une modification du potentiel de membrane, à une augmentation de l'automatisme cardiaque et à un retard de la repolarisation ventriculaire qui vont tous entraîner une prolongation de la période réfractaire. Et électriquement, ça va se traduire par une baisse de l'amplitude T, par une augmentation donc de l'amplitude de l'onde U physiologique, par un allongement de l'espace QU et par l'apparition de troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire à type d'extrasystole, de tachycardie ventriculaire, de torsade de pointe, voire même de fibrillation ventriculaire. Alors, toutes ces anomalies cardiaques sont très évocatrices quand elles surviennent chez un sujet sain. Mais quand elles surviennent sur un cœur pathologique, eh bien, le diagnostic est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que l'ECG nous pose des difficultés d'analyse. Parce que on peut avoir une survenue d'arythmie qui est favorisée par une cardiopathie ischémique sous-jacente, une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypercalcémie, une hypomagnésémie et des traitements digitaliques ou des antiarythmiques peuvent s'accompagner des troubles de la repolarisation. Donc, le diagnostic devient beaucoup plus difficile. Et ce sont les troubles du rythme cardiaque qui font toute la gravité des hypokaliémies, en particulier les troubles du rythme ventriculaire qui peuvent engager le pronostic vital, d'où l'intérêt d'une correction rapide de cette hypokaliémie. Sur le plan thérapeutique, il est important d'apprécier le retentissement de l'hypokaliémie sur le myocarde par la réalisation d'un électrocardiogramme à la recherche de signes électriques évocateurs donc d'hypokaliémie parce que ça va nous orienter vers la conduite thérapeutique. Alors si on est face à une hypokaliémie modérée, c'est-à-dire une kaliémie qui varie entre 3 à 3,4 mmol par litre et en absence de signes électriques, eh bien on doit juste augmenter les apports potassiques. Alors on va donner du chlorure de potassium 2 à 4 grammes par jour en 3 doses, soit en péros ou en perfusion sur 24 heures selon l'état du patient. En cas de kaliémie qui est entre 2,5 à 3 mmol par litre et toujours en absence de signes électriques, il faut faire une surveillance scopique pour voir s'il n'y a pas apparition donc de troubles du rythme et donner du potassium en intraveineux à la dose initiale de 2 à 4 grammes à la seringue électrique avec un débit maximal de 1 gramme par heure. En cas d'hypokaliémie sévère, c'est-à-dire une kaliémie qui est inférieure à 2,5 par millimol par litre, avec des signes électriques, il faudra donc surveiller le tracé ECG par un cardioscope, administrer 4 grammes de potassium en intraveineux à la seringue électrique à un débit de 1 gramme par heure et associer du magnésium à raison de 2 à 3 grammes en intraveineux en 30 minutes que l'on va diluer dans 100 cc de sérum salé isotonique. Puis, on va faire un relais par 3 à 6 grammes par 24 heures. Et bien sûr, quand on donne donc du potassium en intraveineux, il ne faudra pas oublier de traiter la douleur au point d'injection, soit par diminuer le débit de perfusion, soit en augmentant la dilution. Nous allons passer maintenant aux hyperkaliémies. L'hyperkaliémie est un désordre métabolique que l'on rencontre dans de multiples situations pathologiques. Elle peut être menaçante du fait des troubles de l'excitabilité qui s'accompagnent de troubles du rythme qui peuvent être mortels. C'est une urgence vitale qui nécessite un traitement rapide et efficace. Elle est définie comme une kaliémie qui est supérieure ou égale à 5,5 mmol par litre et on parle d'hyperkaliémie menaçante quand elle est supérieure à 6,5 mmol par litre et qu'elle s'accompagne de troubles du rythme cardiaque. Son mécanisme est
et de la même manière que l'hypokaliémie, elle est due à un défaut d'épuration rénale, à un transfert de potassium en extracellulaire et à un excès d'apport. Sur le plan étiologique, les hyperkaliémies peuvent être en rapport avec un défaut d'épuration rénale, c'est le cas des insuffisances rénales aiguës ou chroniques, des insuffisances surrénaliennes, des hyporéninismes et de l'hypoaldestéronisme. Elles peuvent être en rapport avec un problème de transfert de potassium extracellulaire, c'est ce qu'on retrouve au cours des acidoses métaboliques et respiratoires et au cours des lyses cellulaires comme la rhabdomyolyse ou la lyse tumorale ou encore au cours de l'hypothermie. Elles peuvent être en rapport avec un excès d'apport et donc c'est quand on fait un traitement d'une hypokaliémie, on peut donc dépasser les doses nécessaires et avoir une hyperkaliémie iatrogène. Sur cette diapositive, vous voyez les principaux mécanismes de transfert du potassium extracellulaire et vous voyez par exemple que l'hypothermie va entraîner une sortie du potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Il en est de même pour l'acidose et la lyse cellulaire. Mais le mécanisme le plus fréquent de l'hyperkaliémie est la diminution de l'excrétion urinaire de potassium que l'on retrouve essentiellement au cours de l'insuffisance rénale aiguë oligo-anurique ou en cas d'erreur de régime ou de traitement chez un insuffisant rénal, en cas d'insuffisance surrénalienne, etc. Pour les apports excessifs exogènes, ils sont essentiellement iatrogènes au cours des supplémentations en potassium, surtout par voie intraveineuse et lors des transfusions sanguines massives. Pour ce qui est des critères diagnostiques, les manifestations cardiaques sont les plus graves. Elles sont caractérisées par une tachycardie, des signes électriques diffus dans toutes les dérivations, à type de troubles du rythme. On va avoir des ondes T qui sont amples, pointues et symétriques. On peut avoir des troubles de la conduction auriculaire qui sont caractérisés par une disparition de l'onde P ou un bloc sino-auriculaire. Des troubles de la conduction ventriculaire qui vont se traduire à l'ECG par un élargissement du QRS. On peut avoir de la tachycardie ventriculaire, voire même des fibrillations ventriculaires. En plus des troubles cardiaques, on peut avoir des manifestations neuromusculaires à type de paresthésie au niveau des extrémités et surtout au niveau péribuccal, une faiblesse, voire une paralysie des membres inférieurs qui est d'évolution ascendante. Alors, comment prendre en charge une hyperkaliémie? Il faut savoir que l'hyperkaliémie est la plus grave de tous les troubles métaboliques. Elle impose une hospitalisation du patient en soins intensifs et une thérapeutique immédiate. Si la situation à l'électrocardiogramme n'est pas urgente, on peut refaire une deuxième mesure de la kaliémie pour être sûr donc de cette hyperkaliémie. Il faudra toujours contrôler la fonction rénale et l'état acido-basique et rechercher des facteurs favorisants comme le diabète, la rhabdomyolyse ou la prise de médicaments. Le traitement de l'hyperkaliémie dépend de sa cause et de son importance. Les modifications à l'électrocardiogramme sont importantes à considérer parce que les troubles du rythme peuvent être malins et entraîner la mort. Le but du traitement, c'est de restaurer le potentiel de repos de la membrane pour diminuer l'excitabilité de la cellule myocardique. Et sur le plan thérapeutique, la prise en charge va dépendre de la sévérité de l'hyperkaliémie. Lorsque nous sommes devant une hyperkaliémie modérée, c'est-à-dire une kaliémie qui est entre 5 à 6 millimoles par litre, ou alors qu'il n'y a pas de signe électrique menaçant, on peut donner un chélateur du potassium, qui est une résine échangeuse d'ions, c'est le caoxalate. Il a une action lente, elle est plus rapide quand on l'utilise par lavement. Il agit essentiellement au niveau du côlon. La posologie est de 60 grammes en lavement, puis on va donner 20 à 30 grammes par voie péreuse toutes les 6 heures. Et il faut savoir que 1 gramme de caoxalate va permettre d'échanger 1 mEq de potassium contre 1 mEq d'ion. Alors, pour les diurétiques de l'anse, on peut utiliser donc le furosémide à raison de 80 à 120 mg en intraveineuse que l'on peut répéter. La surveillance de la diurèse horaire est indispensable parce qu'il y a un risque de polyurie massive qui peut s'accompagner de troubles hydroélectrolytiques, en particulier une hypomagnésémie, une hypo ou une hypernatrémie qu'il faudra corriger si on la retrouve, et aussi en cas d'échec
donc du furosémide, eh bien, il ne faut pas trop s'attarder dessus, il faudra changer de stratégie thérapeutique. Alors, lorsque nous sommes devant une hyperkaliémie sévère, c'est-à-dire que la kaliémie est supérieure à 6 millimoles par litre et qu'il y a présence de signes électriques menaçants, il faut hospitaliser le patient en soins intensifs ou en réanimation, faire une alcalinisation donc qui est impérative en cas d'acidose métabolique associée. On va administrer donc du bicarbonate de sodium molaire à 84 pour 1000 à raison de 50 à 100 ml en intraveineux. On peut également donner une association de glucose-insuline qui va favoriser le passage du potassium vers le milieu intracellulaire. Alors, il y a 3 possibilités d'utiliser donc l'association glucose-insuline. On peut donner 500 ml de glucose à 10% plus 10 unités d'insuline ordinaire en perfusion sur 30 minutes, ou bien 500 ml de glucose à 30% plus 30 unités d'insuline ordinaire en perfusion sur 30 à 60 minutes, ou encore 100 ml de sérum glucosé à 30% plus 10 unités d'insuline ordinaire en IV direct. On peut associer donc cette association glucose-insuline à l'alcanisation. Les agonistes bêta-2 adrénergiques tels que le salbutamol, ils permettent une entrée du potassium dans la cellule en moins de 30 minutes. La durée de leur effet est de 2 à 3 heures, mais leur gros problème, c'est qu'il y a un risque de tachycardie, même si très souvent elle n'est pas alarmante. On peut l'utiliser en aérosol à raison de 2,5 à 5 mg dans 3 ml de sérum salé, donc à 9%. Toutes les 30 minutes selon la kaliémie, et on peut l'utiliser également en intraveineux à raison de 0,3 à 0,5 mg en 30 à 15 à 30 minutes toutes les 2 à 3 heures, donc selon la kaliémie. Toujours dans les hyperkaliémies sévères, on peut utiliser des sels de calcium comme le gluconate ou le chlorure de calcium qui sont des stabilisateurs de membrane et qui sont efficaces dans le traitement des troubles du rythme. Ils sont indiqués en cas de troubles de la conduction à raison de 1 à 4 grammes en intraveineux lent. Ils sont contre-indiqués chez les patients qui sont sous traitement digitalique. Et enfin, on peut utiliser l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire la dialyse, qui est la méthode de choix pour les hyperkaliémies sévères. Elle est toujours efficace. Elle permet de diminuer la kaliémie de 2 mEq par litre en 3 heures et son indication est urgente en cas d'hyperkaliémie avec anurie ou en cas d'hyperkaliémie menaçante avec des signes électriques. Et je vous remercie.